Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans VO, l'émission cinéma du campus, qui, pour la deuxième année consécutive, collabore avec le festival Histoire et Cité pour parler des films programmés par le festival. Ce soir, on va vous parler des dispositifs de l'invisibilité au cinéma, en revenant sur deux films, Quadecou Vampire de Pere Portabella, un film qui date de 1970, et The Invisible Man de James Whale, un film de 1933. Pour en parler, je vais échanger avec Almudena Jiménez Virosta, qui est membre du comité du Ciné-Club universitaire et étudiante à l'université. Bonsoir Almudena, Bonsoir. bienvenue. Merci. Alors, j'aimerais qu'on commence par parler un petit peu de Quadecou, qui est un film d'un genre assez particulier, qui est assez inclassable. Et pour le remettre un petit peu en contexte, c'est un film en fait qui s'est greffé au tournage des Nuits de Dracula, réalisé par Jess Franco à la même époque. Et Quadecou, en fait, il montre les coulisses de ce tournage, mais pourtant c'est beaucoup plus qu'un making-of ce film. Oui, en fait, souvent on met l'étiquette de making-of à côté du film Vampire Quadecou, et en fait, c'est pas du tout un making-of. Ouais. On pourrait parler peut-être de proto-making-of, Ouais. mais je pense qu'il devient plus que ça. Et on pourrait dire ça de pas mal d'œuvres de la filmographie de Portabella. Oui. Et il se met, il mélange les images d'archives, il mélange avec ses propres images, avec l'image qu'il prend souvent des hors-champs des autres films. C'est le cas de Quadecou, comme tu viens de dire. Je pense aussi, par exemple, à Umbracle, c'est un film qui va suivre. Quadecou, avec Christopher Lee aussi, il prend des images d'archives, il prend des images de films de Pedro Lazaga, par exemple. Il fait un peu des collages, en fait. Voilà, c'est comme un patchwork où il crée ses limites, non? Il nous pose ces questions sur les limites, jusqu'à quel point l'œuvre devient œuvre en tant que telle. D'accord. Quand est-ce que c'est plus qu'une simple documentation et ça devient un objet artistique à proprement parler? Je dirais, tout à fait. Ouais. Bon, je propose qu'on écoute Pere Portabella parler lui-même de son film, c'est toujours plus intéressant. On a une petite vidéo où il en dit quelques mots, qui a des sous-titres français grâce au travail de Julie Poli et de Leandra Patané. Donc pour les non-hispanophones, vous pourrez profiter quand même de ce que dit Portabella. On peut le passer maintenant ? Vampire y Quadecou, que es una propuesta de un poeta, de Joan Brossa, que colaboró siempre conmigo, como otro título también, que quiere decir cola de gusano. Se rodó en 1970 y dura 66 minutos. Vampire es un esfuerzo de reflexión sobre el lenguaje cinematográfico. Es quizá también un intento de desentrañar lo fantástico reducido al género de terror. Una travesía a través del género cinematográfico, un discurso sobre el discurso, un film vampiro, pues ha sido realizado durante el rodaje de la producción El Conde Drácula, dirigida por Jesús Franco. Pero fundamentalmente lo que deseo señalar es que Vampire es uno de los primeros films marginados hechos en mi país. Advirtiendo la marginación en nuestro caso no es el resultado de una opción voluntaria, sino forzada por nuestro contexto político, social y cultural. Es la única respuesta posible a la única salida para un cine independiente en España, que empieza por la renuncia definitiva a la protección del Estado y a la tutela de las grandes distribuidoras, de la censura y del control oficial e industrial, y a la necesidad de arraigo con nuestra realidad concreta, con una política de producción ideológicamente coherente con nuestras necesidades y posibilidades, rechazando de plano las vías de la administración, que en el mejor de los casos no son otra cosa que una manifestación más del aparato de poder. Con unos medios de financiación reducidísimos, pero propios, y métodos de trabajo desligados del sistema que deben transformar el concepto tradicional de producción calidad artística en un proceso de mutación ideológica de la práctica cinematográfica, del medio. Único camino o alternativa que nos permite hoy como ayer asumir la búsqueda de un lenguaje específicamente cinematográfico que corresponda a una visión consciente y profunda de la realidad en un contexto global,
Hoy la producción de esta película, Vampire, no superaría los $2.000. Muchas gracias. On a entendu Porta Bea dire quelques mots du contexte et de l'importance de s'engager par le médium cinématographique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots un peu de ce contexte justement qui était l'Espagne franquiste? Oui, en fait, c'est un film qui est, encore une fois, pour reprendre les étiquettes que met toujours à côté du film, on parle souvent du cinéma underground. C'est un cinéma qui lit toujours, souvent à la Escola de Barcelone. À l'école de Barcelone. Et que ce sont des étiquettes que lui-même, Porta Bea, il n'aimait pas du tout. Ouais. Non, pourquoi? Parce que déjà, son filmographie, ce sont des œuvres qu'il faut toujours prendre. Il faut tenir en compte autant les fonds que la forme. Oui, il y a une vraie recherche en fait chez lui de faire passer son message en alliant l'histoire, le récit et les images qui véhiculent ce récit. Voilà. Et les problèmes qu'il voit, il parle là-bas, il dit, non, il faut trouver un nouvel langage cinématographique parce qu'il est en train de parler d'une nouvelle réalité, c'est un nouvel cinéma. Et c'est que l'école de Barcelone, par exemple, était en train de reconstruire. Non, c'était un mouvement auquel il était lié au début. Il se sépare de ça parce qu'il pense que ce langage qu'ils ont pris, c'est un langage colonisé encore. Donc, ce serait un peu cette histoire de si vous n'allez pas, je ne sais pas comment dire trop, contre nous, c'est parce que vous continuez, non? Si vous n'êtes pas avec nous, donc si vous n'êtes pas dans la résistance contre le régime, vous êtes contre nous et donc vous êtes complice, passif du fascisme. Ça, c'est ma lecture. Et il faut penser à ces moments, ces contextes. Il fallait vraiment, il fallait se mettre contre, il fallait se mettre à avoir ces prises de position tellement radicales, comme il peut nous paraître aujourd'hui ces mots, parfois quand on lit des choses qui disent non, mais ou dans les interviews qu'il donne. Mais c'est vraiment ça l'underground, je dirais, chez lui. Sûr. Et c'est vrai que Porta Bea, il a vraiment cette intransigeance un peu politique, idéologique, qui est très forte. Et on le voit avec son rejet qui est affirmé, explicité dans cette vidéo des formes traditionnelles de production des films. Voilà, il fallait. Mais c'est la question, c'est pas une réaction pour réaction. Non, c'est une réaction qu'il fallait la prendre, tenant en compte les contextes où on se trouve. Et en même temps, il a esquivé les formes traditionnelles de production, mais aussi de diffusion, parce qu'il y avait la censure du cinéma à l'époque. Et qu'il savait très bien contourner. Voilà, qu'il savait très bien contourner et qu'il n'a pas voulu faire, parce qu'il ne faut pas oublier que, si je ne me trompe pas, Codecook, c'est son 12e largométrage, mais avant ça, il était producteur, il a fait Le Cochecito de Marco Ferreri, il a produit Viridiana de Luis Buñuel, que c'était les scandales qui fait donc il connaissait très bien le monde du cinéma. Il connaissait les structures narratives, toute la narration aristotélique, les modèles de narration aristotélique qu'il rompt. Il y a vraiment cette volonté de rupture chez lui en fait. Voilà. Bon, pour mieux comprendre comment il veut rompre avec ces codes, aussi bien dans les coulisses du tournage, donc en termes de production, que avec les codes formels de ce cinéma, je propose qu'on regarde un petit extrait de son film, comme ça on pourra un petit peu plus parler du langage de ces images. On peut le lancer ?
Voilà cet extrait qui est assez emblématique de ce film. On retrouve les noirs et blancs ultra contrastés qu'il utilise un peu tout le long. Il y a d'autres plans où les images sont même presque brûlées, tellement ces violences, ces contrastes. Il y a des plans qui sont assez mystérieux, presque abstraits. Il y a cette bande sonore qui est tellement curieuse. C'est un film qui est muet, sans parole, mais il n'est pas totalement silencieux. Il y a beaucoup de travail sur les textures des sons et même un jeu avec des espèces d'anachronismes sonores où, par exemple, à certains moments, il nous montre des images du tournage des Nuits de Dracula, qui représentent des personnages du 19e, en costume du 19e, et par-dessus, il enlève leurs paroles et il plaque des sons de moteurs, de modernité urbaine, mécanique, et ça fait une espèce de décalage vraiment curieux. Et je me demandais si selon toi, c'est cette manière un peu de créer des anachronismes presque sensoriels, en fait, ça vient pas un peu amener une dénonciation, en fait, du contexte politique qui était ultra conservateur et oppressif de l'époque? Oui, je dirais. Et avant, je t'ai parlé si nous sommes dans une nouvelle réalité, il faut créer une nouvelle cinéma, il faut créer une nouvelle langage. Nouvel langage. Et je pense que tu as dit une chose très claire, tu as parlé de la violence des images. Oui. Et c'est précisément ça qu'il est en train de faire. Si on entrevoit les films de James Franco, on se trouve... déjà, on parle d'un film qu'on dit souvent que c'est la meilleure adaptation du texte de Il est très classique, en fait, dans sa forme. C'est vraiment entrer dans les pactes qu'il faut créer entre les spectateurs et il nous met complètement dans il nous embarque dans son histoire et puis le spectateur il suspend volontairement son incrédulité. Voilà, c'est exactement ça. Et ce que Portabella fait avec son film, c'est démonter absolument tout ça. Il a pris une œuvre tellement classique. Tu comprends ce que je veux dire par là, comme Dracula, il prend cette adaptation, on prend James Franco, qui déjà c'est un film qui n'est pas trop James Franco, je dirais. C'est une œuvre un peu lisse, en fait, de cette histoire. En fait, c'est une adaptation qui est vraiment dans les carcans traditionnels de la production de films fantastiques, horrifiques. Il prend tout ce qui est commercial, tout qui est censé à qu'on comprend bien, et il le demande. Il fait un tour là-bas, et c'est une violence. C'est une violence. Déjà, comme tu disais, tu parlais de la musique. C'est une bande sonore qui a créé Carles Santos, qui a beaucoup travaillé avec lui pendant sa filmographie, que c'est quelqu'un qui voilà, déjà nommé des cacophonies, comme on venait d'écouter, que c'est vraiment quelque chose de partout. Et voilà, mais là-bas, j'aimerais bien souligner que Portabella lui-même, il dit qu'il est producteur, il est réalisateur, mais il ne sait pas comment écrire un scénario. Il a toujours eu à Jean Brossel, le poète catalan, à côté de lui pour ça. Après, Carles Santos, c'est quelqu'un qui est vraiment artistique et qui connaît bien les milieux. Il sait s'entourer, donc, Portabella. Et c'est vraiment... Ce sont des films interdisciplinaires. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut lire ces films des différents... Parce que ça fait partie, en fait, de son processus de faire film, qui est une recherche, en fait. Voilà. Il cherche quelque chose et donc il s'entoure d'experts pour chercher avec lui, et c'est ça qui produit quelque chose. C'est un film qui est une interrogation et qui interroge aussi ses spectateurs et ses spectatrices. Et avec cela, c'est pour répondre à ta question sur les contextes, non, et les moments du franquisme, c'est ces violences là-bas qui nous fait vraiment, parce que qui pouvait rien comprendre pendant les franquismes. C'est la même histoire que quand on regarde ce film et qu'on dit qu'est-ce que je viens de voir, comme on a entendu à la fin du film, non? Bien sûr. Il y a une vraie mise en abîme. Bon, il y a un autre volet dans cet extrait qui est extrêmement important, c'est que vraiment dans ces images, on voit la manière dont Portabella il va révéler les procédés de réalisation, il va exposer les trucages et d'une certaine manière, il va jeter la lumière sur les mensonges du cinéma, en fait. Et vraiment, il veut mettre fin, d'une manière que tu as qualifiée de violente presque, à cette suspension de l'incrédulité du spectateur. Il veut le forcer à regarder en face l'objet filmique et à accepter que ce n'est qu'une illusion, en fait. Voilà. Bon, ça contraste énormément avec l'autre film dont on va parler ce soir, qui est The Invisible Man de James Whale, qui lui, au contraire, voulait créer une illusion, créer l'illusion de l'invisible.
avec des effets spéciaux qui étaient optiques et mécaniques, qui étaient extrêmement sophistiqués. Pour l'époque, c'est un film, je l'ai dit au début, il date de 1933, et il arrive à créer un peu ces illusions d'invisibilité d'une manière qui, quand on le regarde aujourd'hui, marche encore extrêmement bien. Ça a mieux vieilli que certains effets spéciaux numériques pas si anciens. Et il y a par exemple un procédé que je trouve assez intéressant parce qu'il joue sur l'invisibilité pour créer l'invisibilité, c'est le procédé du cache contre cache. Je propose qu'on passe un extrait avec un extrait où ce procédé est utilisé. Je vous le décris un petit peu après, s'il te plaît. Put the handcuffs on. How can I handcuff a blooming shirt? Quick, get out of him! Are you satisfied now, you fools? It's easy, really, if you're clever. A few chemicals mixed together, that's all. And flesh and blood and bone just fade away. A little of this injected under the skin of the arm every day for a month. An invisible man can rule the world. Nobody will see him come, nobody will see him go. He can hear every secret. He can rob and rape and kill. Not if he can't get no further than this room, he won't. You shut the door. Now then, you better come along quietly. Look out, mind that window! Voilà, donc pour revenir un petit peu sur cet extrait, le procédé du cache contre cache, pour créer en fait cette séquence, ils ont d'abord filmé la pièce normalement avec les civils en fait qui pourchassent l'invisible et le policier. Ouais, t'inquiète pas. Ils ont filmé ça et après ils ont filmé Claude Rains, l'acteur qui interprète l'homme invisible. Ils l'ont peint en noir, ils lui ont juste mis la chemise blanche sur lui, ils l'ont filmé devant un fond noir en train de faire ces gesticulations qui rappellent presque des danses macabres du Moyen-Âge, avec son rire en plus, ça donne un effet vraiment très bizarre et très malsain. Et après, ils ont superposé en fait ces deux images en jouant sur la transparence. Et donc, on avait juste la chemise blanche en fait qui apparaissait sur le négatif et qui a été rajoutée là-dessus. Et il fallait avoir une chorégraphie élaborée au millimètre en fait pour créer ça, mais ils ont réussi à le faire et ça crée l'illusion de l'invisibilité qui marche vraiment bien, je trouve. Tout au contraire de tous des autres images qu'on a vues, des autres scènes. Bien sûr. Quand nous avons les chauves-souris, avec qu'on peut voir bien les bien filles. Bien sûr, c'est ça. Quadécook, au contraire, il révèle ces trucages, voilà. Il montre tout ça, il montre les ficelles, en fait, qui font que la magie opère. Et bon, le film de Whale, en fait, il a une forme qui est vraiment très typique des films de monstres de l'époque, des années 30. Et quelque chose qui m'a frappée, en le mettant en parallèle avec Quadécook, c'est que Les Nuits de Dracula, donc le film vampirisé par Quadécook, il s'inscrit totalement en fait dans la lignée du film de Whale parce qu'il reprend cette forme ultra traditionnelle, ultra classique, comme je le disais avant, avec des costumes du 19e, un schéma, voilà, avec des villageois en colère qui brandissent des torches. Enfin, c'est vraiment, on dirait que Les Nuits de Dracula de Jess Franco aurait pu être tourné dans les années 30. Oui, et en plus, ce sont deux films, déjà, on avait parlé déjà du texte de Bram Stoker, mais déjà, les films de Whale, il prend, c'est une adaptation. Oui, c'est aussi une adaptation d'un livre, c'est une adaptation de The Invisible Man de Wells, voilà. qui parle de ça, justement. Et ce sont deux films qui vont créer des codes, ou qui vont jouer les codes. Non, en général, c'est une représentation de ce cinéma classique, on peut dire. Non, c'est devenu un classique de l'horreur, en fait. Voilà, et on peut voir, par exemple, Whale, tu pourrais plus parler de ça peut-être mieux que moi, de Frankenstein. Oui, bien sûr, Whale, à peu près à la même période où il a tourné The Invisible Man, il a fait Frankenstein, il en a même fait plusieurs, et c'est aussi une adaptation très, très classique. Et c'est vrai que dans ces films, en fait, il compose une iconographie du film d'horreur, du film de monstre, qui va être reprise. Et
c'est pareil pour les codes en fait du monstre vampire que du monstre Frankenstein en fait. Voilà, et dans les cas de Jess Franco, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre Christopher Lee, c'est déjà son 5e Dracula. Donc vraiment, il était un visage vraiment bien reconnu. Et après, même Klaus Kinski, qui apparaît dans Les Nuits de Dracula, pas encore des coups, on ne l'a pas vu, mais il fait les caractères de Reinfeldt à 79, si je ne me trompe pas. Et Werner Herzog va les prendre pour faire Nosferatu et il va jouer le rôle de Dracula. Donc c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a vraiment une iconographie développée à partir de certains acteurs. Ouais, c'est presque les acteurs en fait qui donnent leur visage à un personnage archétypal, à un personnage de fiction petit à petit. Ouais. Bon, un autre point qui mériterait d'être soulevé, c'est que dans The Invisible Man, le monstre est un humain en fait. C'est une altérité qui n'est pas différente, c'est une monstruosité qui est pas si loin de nous, spectateurs et spectatrices. Dans le cas de James Whale, il fait presque une figure d'anti-héros dans The Invisible Man, et puis au contraire, quand il crée le monstre de Frankenstein, il l'humanise énormément, il lui donne beaucoup de qualités morales quand même, il a une espèce de bienveillance avec ce personnage, l'altérité en fait, de ce personnage. Et ça a souvent été mis en lien avec le fait que James Whale, il était homosexuel de manière tout à fait assumée, mais dans un contexte qui était assez répressif par rapport à ça. Et donc, il voulait créer une empathie par rapport à cette altérité. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu par la suite avec ces films de monstres, ces anti-héros, tout ça. C'est des personnages que le public va adorer, détester, dont le public va aimer avoir peur par la suite, et ça on le retrouve, ça va vraiment marquer en fait la tradition du cinéma horrifique. Tout à fait. Bon, le film de Whale, donc on voit que c'est l'histoire d'un savant qui devient un petit peu fou, et c'est une critique de la science, de ses dérives potentielles. Et dans l'extrait qu'on a vu, il y a aussi, je pense, les prémices d'une critique anti-autoritariste. Je ne sais pas si tu es d'accord, et ça, on va le retrouver beaucoup plus radical, c'est Porta Veia. Oui, je dirais que à la fin, chacun à sa manière, non? Et pour travailler, il dirait, oui, il faut peut-être. J'ai mis les mots comme ça, mais que peut-être il dirait pas, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il dirait, bon, il faut jouer, il faut lutter encore plus avec, comme il joue avec les langages du cinéma aussi. Bien sûr. Que Wes Anzica, comme on avait dit, il joue plutôt avec les langages qu'on avait aux années 30. Les cinéma classique dans ce sens, non? Mais chacun de sa manière, chacun de son contexte, c'est une manière de reprendre le cinéma comme un outil. Vraiment pour... James Whale, il le fait surtout par le fond en fait de son film. Sa forme, elle est classique. Porta Veia, ça apparaît dans le fond, mais aussi dans la forme. Il va encore plus loin, on a l'impression. C'est 40 ans après, c'est un tout autre contexte. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Moudena. Merci à toi pour tout. Est-ce que les 2 étudiants qui vont intervenir peuvent me rejoindre? On vous attend. Je vous laisse vous installer. Donc, bonsoir, bienvenue. Donc, pour rappel, vous êtes des étudiants de l'université. Vous avez participé à un atelier d'écriture organisé par le département de français, si je ne me trompe pas, où vous avez dû concevoir une image et créer un texte autour de l'invisibilité, et plus particulièrement autour des films projetés par ce festival. Donc, si vous pouvez, on va peut-être commencer avec vous, Noah. On va passer l'image que vous avez composée et le texte. Et si vous voulez lire le texte. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Très bien. Alors, mon texte. Regardez ce qui nous échappe. Silencieuses, les images fantomatiques ressurgissent les souvenirs envoûtants, manifestant les éléments latents dans l'expérience unique. Un film au milieu du film, dans lequel s'inscrivent les nuits des ombres éphémères. Comme une chauve-souris se faufilant à l'intérieur d'une fenêtre, nous assistons à la danse des figures invisibles. La réalité devient étrangère, l'apparence familière, la perspective détournée. Regardez, écoutez en dehors du cadre. Voilà. Merci beaucoup, Noah. Petite question très vite.
comment est-ce que vous avez travaillé en fait pour penser, articuler les liens entre film et image dans Code et Cook, alors que c'est un film qui est sans parole? Comment est-ce que vous avez appréhendé ça? Alors, comme vous l'avez dit juste avant aussi, en fait, plus qu'un making-of ou un simple documentaire, j'ai vu aussi justement ce film comme un espèce d'aussi d'essai, un film expérimental. Et du coup, en tout cas, la forme, moi, qui me parlait le plus était du coup la poésie. Et donc, j'ai essayé de faire une poésie, en tout cas au niveau formel par rapport à ça. Et de là aussi montrer justement des figures un peu de l'ombre, tout ce qui permet de créer un film, et donc que ce soit les techniciens, les techniciennes, et de parler un peu d'eux et de nous aussi en tant que spectateurs qui regardons ce film-là, qui on erre un peu justement entre ces scènes, entre ces narrations un peu découpées comme j'ai eu l'impression qu'il avait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai un peu mis en scène ma carte postale. Super, merci. On va passer à vous, Solène. Donc, Solène Kellenberger. Vous, votre carte postale, elle a un format de bande dessinée un petit peu. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'opter pour une forme d'image qui était aussi fragmentée? Est-ce que c'était ce qui vous a frappé dans Code et Cook? Du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour moi, Code et Cook qui vampirisait, je crois que c'est le mot que vous avez utilisé, les nuits de Dracula. Et du coup, c'était un peu le même principe pour moi, c'était de créer un visuel qui allait un peu récupérer la moelle du film. Et du coup, c'était de faire un mélange entre justement une sorte de narration, donc qui reprenait vraiment les codes principaux du film, et en même temps d'insérer une réflexion du coup qui est extérieure au film, donc comme un making of. Et du coup, c'est cette idée de film muet, enfin c'est la blague, en gros la chute de la BD qui est qu'il n'y a pas de dialogue qui est possible vu que c'est un film muet. Bon, c'est un film muet. Vous n'êtes pas muette. Est-ce que vous pouvez aussi nous lire votre texte, s'il vous plaît? Bien sûr. Un écran, un miroir, où transparaissent tes yeux fixes dans les miens. Je bois ton sang, ton essence, pour l'insuffler dans quelque chose de grand, une œuvre, un monstre. Merci beaucoup, Solène. Merci beaucoup, Noël. Et merci à vous.